Parmi tous mes souvenirs de science-fiction, cette scène représente de la manière la plus fidèle le désarroi que j'ai ressenti lorsqu'un de mes amis m'a présenté une génération de Midjourney. Une commande, 3 mots écrits, et l'ordinateur générait une image complètement nouvelle, exactement dans le style voulu. Comment était-ce possible? J'attendais de loin que les technologies avançaient et que l'intelligence artificielle se développait. Et faire de l'art? Être créatif? On en était déjà là? En tant qu'artiste millénial, j'ai grandi avec les progrès des effets spéciaux. Je sais depuis longtemps qu'un artiste n'a aucun intérêt à s'opposer à la technologie, car ces progrès permettent de faire évoluer le médium et d'enrichir sa créativité. Mais c'est pas ce que je voyais avec ces nouvelles IA. En utilisant Midjourney, je n'avais pas l'impression de m'exprimer créativement. Après avoir donné mes instructions, je voyais la machine travailler seule. Générer des images, structurer la composition, et je n'arrivais pas à voir mon utilité dans ce processus. Et même si ça reste limité maintenant, les progrès ne s'arrêtent pas, et des nouveaux modèles d'IA émergent chaque semaine. Combien de temps avant que des IA réelles fassent de meilleurs films que Tarantino ou Spielberg? Toutes ces questions fourmillaient dans ma tête et j'avais besoin de m'arrêter un moment pour y répondre. Dans cette vidéo, on tentera de comprendre ce que sont ces systèmes, quels sont leurs atouts, leurs limites, et comment ils impacteront le milieu artistique. Je précise que je ne suis ni un expert en IA, ni un journaliste, je suis juste un artiste qui se renseigne sur ce qui l'intéresse et partage son avis sur le monde qui nous attend. Ok, allons-y. L'IA, intelligence artificielle, est une discipline de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. On y dénombre énormément de sous-catégories, dont on se fout complètement dans cette vidéo. Ce qui nous intéresse, ce sont les IA génératives, spécialisées dans la création de contenu. Et pour expliquer comment fonctionnent les IA génératives, il faut parler des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones sont des systèmes informatiques inspirés de la manière dont les neurones humains fonctionnent dans le cerveau. Et là, on rentre dans le premier truc surprenant. Parce que quand on connaît rien à la science de l'informatique, comme moi, l'image classique de la programmation, c'est un type qui code son système en détaillant chaque action ligne par ligne. Le programme ne fait alors qu'effectuer les instructions écrites par son programmeur. Un exemple de ça, c'est Akinator. Mais ce n'est pas du tout la méthode utilisée pour les réseaux de neurones. À la place, le réseau est entraîné. Il fait des tests, des erreurs, et en fonction de ces erreurs, s'améliore. En bref, l'IA apprend. Alors au fur et à mesure des années, de nombreuses méthodes d'apprentissage se sont développées. Majoritairement, on en dénombre deux, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage supervisé. Dans l'apprentissage non supervisé, on nourrit le réseau avec des données non structurées et on le laisse tout seul y trouver des structures et des modèles cachés. Typiquement l'algorithme de recommandation YouTube qui trouve ce que vous pouvez potentiellement aimer à partir de ce que vous avez déjà aimé. Et pour des tâches plus complexes comme la reconnaissance d'images, l'apprentissage implique souvent une intervention humaine. L'apprentissage supervisé. D'abord, on entraîne le modèle sur une base de données de référence qui va être étiquetée et qui va expliquer l'IA à quoi les images correspondent. Ensuite, on la teste sur des images qu'elle n'a jamais vues, mais qui ressemblent à ces données d'entraînement. Le but du jeu, c'est que le taux de réussite sur ces tests s'approche de 100%. Et quand on regarde un peu les modèles de génération d'images, comme Stable Diffusion ou Midjourney, c'est là que ça devient très impressionnant. Parce qu'une fois que l'IA a été entraînée à développer ce modèle de reconnaissance, elle devient capable de combler les trous, même dans des images qu'on va lui donner volontairement incomplètes. Avec l'aide d'un humain qui la guide pour lui dire si ce qu'elle fait est bien, elle finit par reconstruire des images dans des styles qu'elle aura reconnus. Donc il y a deux qualités essentielles pour que ces systèmes fonctionnent. Les données sur lesquelles on l'entraîne, et la vitesse avec laquelle on peut lui donner un feedback. Étonnamment, la technologie n'est pas récente. L'origine des réseaux de neurones remonte à 1957. Ce qui a réellement changé la donne, c'est l'augmentation exponentielle de la puissance de calcul. Ça a permis à la fois l'accélération du processus d'entraînement, mais surtout la création d'énormément de bases de données. Avec la démocratisation des ordis, d'iPhone, des réseaux sociaux, le nombre de données exploitables a juste explosé. Mais le vrai génie, la raison pour laquelle ChatGPT a eu l'air de sortir de nulle part, c'est la stratégie d'OpenAI, celle de designer ChatGPT et DALL-E pour les rendre extrêmement faciles à utiliser. En transformant les modèles d'IA en agents conversationnels, la seule chose requise pour les utiliser, c'était de savoir parler. Et donc concrètement, de quoi ces modèles sont capables?
Bon, on l'a dit tout à l'heure, l'IA est extrêmement bonne pour reconnaître des styles, reconnaître des patterns. Ça lui permet d'étudier avec une précision d'analyse impossible pour l'homme n'importe quel type d'œuvre. Deuxièmement, sa capacité de génération est extrêmement rapide. Avec une bonne carte graphique, vous pouvez avoir un rendu d'illustration en quelques secondes. Troisièmement, sa capacité à combler les trous dans les explications. L'IA est capable d'arranger des objets dans une pièce, placer des ombres appropriées, placer des idées en lien avec le thème. Mais le véritable atout, c'est sa facilité d'utilisation. Ok, on s'arrête là. Je crois que vous avez compris l'idée. Ce truc est le rêve pour un entrepreneur. Elle va vite, elle est précise, elle n'a pas besoin de trop de directives, et elle n'a pas besoin d'RTT. Alors une question fondamentale se pose, pourquoi aurait-on besoin d'artistes à l'avenir? Qu'est-ce que ce truc ne sait pas faire? Ceux qui les ont utilisés l'ont remarqué, ces modèles peuvent se planter dans leur génération. Royalement. On trouve des tonnes d'exemples hilarants d'hallucinations d'IA. Dans la très grande majorité des cas, le problème est dû soit à un manque de précision dans sa commande, soit à un manque de données de référence. Mais ça illustre tout de même un problème plus profond, l'incapacité des IA à comprendre ce qu'elles produisent. Là où elles excellent à reconnaître les caractéristiques clairement définies, les IA ont énormément de mal à saisir les concepts abstraits ou à comprendre le sens de ce qu'on leur dit. Melanie Mitchell, une célèbre professeure en sciences de l'informatique, appelle ça le problème de l'abstraction et de l'analogie. Dans son livre A Guide for Thinking Human, Mitchell utilise un exemple intéressant pour expliquer comment les humains fonctionnent, comment est-ce qu'ils pensent par analogie. Elle prend le concept de promener son chien. Imaginons que vous cherchiez à créer une IA spécialisée pour reconnaître des images dans le thème promener son chien. Comment est-ce que vous procédez? Bon, on l'a vu plus tôt, d'abord, vous passez par une phase d'entraînement, dans laquelle vous nourrissez votre IA avec des images, en précisant si elles sont de la catégorie promener son chien ou non. Au fil de l'entraînement, le modèle va finir par comprendre les éléments qui connectent les images, une forme d'homme, un chien, une laisse, et il va constituer son moule de reconnaissance. Et une fois que votre IA est suffisamment bien calibrée, vous la mettez à l'épreuve, dans une phase test, en lui donnant de nouvelles images. Et si vous avez bien fait votre travail, normalement votre IA sera capable de reconnaître ça. Ou ça. Mais mettez-la ensuite face à ça. Ou ça. Là, elle vous donnera rien. Parce que vous ne l'avez pas entraîné sur ces situations. Pourtant, vous comprenez que ces images rentrent dans le thème. Sans pour autant les avoir vues par le passé. Enfin, j'espère. Et ça, selon Melanie Mitchell, c'est parce que quand on parle de promener son chien, on pense pas simplement à l'acte physique. On englobe toutes les expériences qui y sont associées. Le lien émotionnel avec le chien, la santé de la personne, la santé du chien, les interactions sociales qu'une promenade peut généralement amener. Il y a des tonnes d'exemples qui vous viennent en tête et qui vont donner un sens à cette image. Et l'humain est capable de généraliser toutes ces expériences pour en faire un concept, et il peut utiliser ce concept pour faire des analogies avec d'autres scénarios. C'est de là qu'on tire l'idée des métaphores. Et c'est ça qui lui permet de prédire des situations, ou même d'imaginer des scènes qui sont jamais passées. Mais si on réfléchit bien, cette capacité à faire des analogies à partir de ces expériences, c'est l'essence même de l'art. Et un très bon exemple pour expliquer ce que l'IA ne peut pas faire dans l'art, c'est ce tag très connu de Banksy. Prenons cette image et essayons d'analyser comme le ferait une IA. Qu'est-ce qu'on peut déduire du message? On y voit une petite fille, on voit des ballons, on voit qu'elle s'y accroche et qu'elle s'envole. Les ballons qui volent vers le ciel, ça fait un peu penser à Up, à l'idée de s'éloigner de ses problèmes. On voit beaucoup de thématiques qui se rapprochent de l'imaginaire. En plus, l'enfant, c'est souvent le symbole de l'innocence. On a quelques idées quand même qui nous viennent en termes de sens. Et en fait, l'image est intéressante, mais c'est pas ce qui la rend exceptionnelle. Parce que ce qu'a compris Banksy, c'est que le plus important dans un tag, c'est pas ce que vous mettez dans l'image, c'est le lieu. Cette œuvre, baptisée Flying Balloon Girl, a été faite à Bethléem, sur un mur construit pour séparer les Palestiniens des Israéliens. Et d'un seul coup, vous comprenez le sens de l'image. D'un seul coup, ça devient politique, plus sombre. Vous voyez l'image et vous pensez à l'injustice, vous pensez à l'innocence qui s'envole, au rêve d'un pays libre. Par le choix du lieu, Banksy a guidé votre perception de l'image. C'est pour ça que tenter d'analyser l'image sous tous ses angles, ses contours, c'est inutile. Parce qu'en réalité, l'image n'est pas l'œuvre. Ou plutôt, l'image ne peut pas être l'œuvre si vous et l'auteur n'avez pas une expérience commune. C'est ça qui permet de créer une empathie et donc de ressentir une émotion. Et il faut énormément de subtilité et de compréhension du monde
pour trouver des analogies qui arrivent à émouvoir le spectateur. Et c'est le vrai débat au sein de la communauté scientifique, c'est de savoir jusqu'où iront les réseaux de neurones. Est-ce qu'ils arriveront à ce genre de subtilité? On l'a dit tout à l'heure, l'IA n'a pas d'expérience du monde. Elle se résume entièrement aux données sur lesquelles elle est entraînée. Et d'un côté, OpenAI pense que ce n'est pas un problème, que c'est juste une question de puissance et que si on entraîne l'IA avec toutes les données du monde entier, elle finira par comprendre le monde. Mais de l'autre côté, certains estiment qu'il manque quelque chose, que cet amas d'informations et d'images étiquetées, c'est pas suffisant pour comprendre les interactions humaines. Une des thèses les plus populaires va même jusqu'à dire que pour que l'IA puisse comprendre les expériences humaines, il faudra qu'on lui donne un corps dans lequel elle pourra vivre ses propres expériences. Et en tant que fan de Westworld, je suis impatient de voir ça. Donc a priori, une IA qui vous produit un film Scorsese level, ça arrivera pas avant un très long moment. Et malgré tout, l'IA reste extrêmement prometteuse, et sa capacité de création va encore s'améliorer. On arrivera très rapidement à un stade où n'importe qui sera capable de créer n'importe quel type de format très rapidement. Et ça nous pose une dernière question. Dans ce monde de production infinie, que devient l'artiste? Et comme j'ai commencé ce podcast par une histoire, j'aimerais bien répondre à cette question en citant une de mes histoires préférées, La bibliothèque de Babel de Jorge Luis Borges. Dans sa nouvelle, Borges imagine une bibliothèque universelle, tellement vaste qu'elle contiendrait tous les livres qui ont jamais été écrits, et même tous ceux qu'il est possible d'écrire. Le Seigneur des Anneaux, Stephen King, Harry Potter, tous ces chefs-d'œuvre y seraient entreposés quelque part sur des étagères, aux côtés d'autres livres dont nous ne connaissons même pas encore l'existence. Imaginez, vous n'auriez qu'à tendre votre main pour trouver Le Seigneur de Matrix, 1988, ou Alice au pays des criminels, le rêve pour un fan de fiction. Pas sûr, parce qu'imaginez un instant que vous vous baladiez au milieu de cette bibliothèque, et que vous sélectionniez de temps à autre un livre pour le feuilleter. Eh bien dans la très grande majorité des cas, vous ne tomberiez que sur des suites de mots placés de manière chaotique et sans le moindre sens. Il vous faudrait parcourir des centaines de livres avant de tomber enfin sur une ligne intéressante. Parce que oui, tous les livres qu'il est possible d'écrire, ça implique également les 99% d'agencement de lettres placés au hasard. Des livres que personne n'aurait pensé à écrire, parce que personne ne leur accorderait de la valeur. Et du coup, la joie initiale à la découverte de cette bibliothèque s'est très vite évanouie, alors qu'on réalisait que cette bibliothèque qui contenait tout ne comptait en grande majorité rien. Et dans cet océan de création, les gemmes, les vrais chefs-d'œuvre, restaient encore à découvrir. J'aime penser à cette histoire pour me rappeler que les artistes, avant d'être des créateurs, sont des chercheurs. Des personnes habitées par une sensibilité artistique, qui leur permet de trouver le bon agencement, la bonne succession d'idées, l'esthétique qui a du sens. Et en cela, l'IA n'est pas une menace. OpenAI, Stability et autres compagnies nous ont ouvert en 2022 les portes d'une nouvelle bibliothèque, à laquelle tout le monde peut accéder. Et ce qu'elle ne nous a pas donné, c'est l'œil pour savoir si ces créations sont bonnes, si elles ont un sens pour les spectateurs. Pour trouver ce que cette nouvelle bibliothèque a à offrir, il faudra autre chose. Il faudra des artistes.